vous écoutez RTL. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, bien sûr, avec Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est Philippe Duval qui est aux manettes techniques de notre émission. Et vous l'avez entendu quand on en parlait rapidement avant les informations avec Christelle Rebière et Vincent Parisot. On va pas vous raconter une histoire, mais plusieurs histoires. En fait, il y a quand même un fil rouge, il y a un point commun entre tous ces portraits une galerie de portraits assez glaçante, je dois dire, que présente dans un livre qui est paru il y a plusieurs années, mais qui est absolument passionnant et qu'on peut toujours trouver aujourd'hui, mon invité Marie-Laure Susini. Bonjour madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là. Votre livre, L'auteur du crime pervers, c'est un livre qui est paru chez Fayard et pour les besoins de ce livre, en fait, c'est le résultat d'une expérience personnelle. Vous avez passé de très nombreuses années dans ce qu'on appelle les UMD, les unités pour malades difficiles. D'habitude, les gens disent pour malades dangereux. Non, pour malades difficiles, en tant que psychiatre et psychanalyste. Et évidemment, à ce titre-là, vous avez eu, alors que vous n'êtes pas expert auprès des tribunaux, donc il n'y avait pas d'enjeu pour un passage ou non devant la justice de ceux avec qui vous étiez en lien de soins, en fait, puisque c'est bien pour ça qu'on est dans une unité pour malades difficiles. Et vous avez pu donc rencontrer des gens qui avaient été considérés comme irresponsables et parfois des gens qu'on amenait du système pénitentiaire. Oui, du système pénitentiaire à l'époque, quand certaines personnes en prison, des hommes, enfin j'étais dans un service d'hommes, ne pouvaient refuser d'être soignés, avaient besoin de soins, on les envoyait à l'hôpital, donc dans un service hospitalier où là nous avions la possibilité de les soigner. Mais ce n'est pas le cas de ces patients qui sont sur dont je parle dans le livre. C'est tout à fait autre chose. Alors effectivement, je n'étais pas expert, mais j'étais dans une autre position. J'étais médecin dans cet hôpital, donc avec la responsabilité de soigner mes patients, quels qu'ils soient et quoi qu'ils aient fait. Alors, quand on demande à un expert psychiatre auprès des tribunaux de rencontrer quelqu'un qui est accusé de meurtre, ou de meurtre en série ou pas, d'ailleurs, on demande en fait au psychiatre de dire est-ce que cette personne a une affection psychique ou psychiatrique telle que lorsqu'il a commis son acte, il était inconscient de le commettre ou pas. Bon, ça donc c'est assez restrictif et en plus c'est très difficile comme question. Vous êtes dans une autre optique. Qu'est-ce que la psychanalyse apporte en fait à la psychiatrie quand il s'agit de percer ce mystère du passage à l'acte? Alors, disons que moi, j'arrive là face à des patients, donc je n'ai plus affaire à des criminels, j'ai affaire à des patients. Et donc, disons que en tant que soignant, je suis là en tant que psychiatre, comme en tant que psychanalyste, mais aussi en tant que psychiatre, je suis là pour les écouter, pour comprendre avec eux ce qui leur est arrivé. Et pour voilà, dans un service comme ça, une UMD, le psychiatre responsable, ce qui était mon cas, j'étais en position de responsabilité, a aussi la responsabilité de la sécurité de ses équipes, des autres patients et du patient lui-même. Donc c'est très sécurisé, c'est un lieu très sécurisé. Mais pour que ça soit, pour que la sécurité soit assurée, il faut surtout que les patients soient bien soignés. Disons. Ce sont les soins les meilleurs garants de la sécurité. Et par ailleurs, ce sont des services qui ont des équipes en nombre suffisant, d'infirmiers. Là, c'est un service d'hommes, il n'y a sur une partie du service, il n'y a que des infirmiers qui ont tout à fait l'habitude. Et voilà. Mais pour parler clairement, Marie-Laure Susini, vous n'avez pas devant vous des délirants. Si. Vous avez. Mais si, dans une UMD, disons que 80% de la population des patients, ce sont des grands délirants et des certains délirants agités ou dangereux. Voilà, ce sont des folies qui momentanément sont considérées et avec objectivité comme dangereuses. D'accord.
D'accord. Voilà. Donc ce sont des patients qui peuvent être dangereux. Et parmi eux, on parle de tueurs en série, par exemple. Alors, les tueurs en série dont je parle dans ce livre, donc qui sont ce que moi j'appelle des gens qui ont fait un passage à l'acte criminel pervers, ils sont relativement minoritaires dans un service comme ça. Il y en a très peu, mais par contre, ils y restent des années. Car personne ne prend la responsabilité de dire que ils ne repasseront pas à l'acte, parce que ce qui caractérise le tueur en série, c'est que l'acte se répète. Et donc le psychiatre n'appelle pas tueur en série, il l'appelle pas forcément d'ailleurs pervers non plus. Le psychiatre a une certaine expérience et il entend bien que le patient n'est pas guéri et que s'il sort, il pourrait recommencer. Oui. Mais on se demande, moi je vous pose des questions que se pose tout le monde, hein. Oui. On se demande comment on peut avoir un dialogue simplement efficace et constructif avec quelqu'un qui est dans le délire. Ah mais là, ah oui, du côté délirant. Ah du côté délirant, alors. Il n'y a pas que des délirants. Oui. Du côté délirant, non, mais je peux vous répondre sur le côté délirant. En tant que j'en ai soigné beaucoup, des patients délirants, c'était mon métier comme psychiatre. Moi, alors il y a plusieurs choses. D'une part, on utilise les médicaments. Sur le versant psychanalyste, moi j'ai toujours fait psychiatre et psychanalyste en même temps. On essaye de comprendre la signification du délire. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que le patient, là aussi, comprenne la signification de son délire. Et puis, on essaye d'obtenir une stabilisation du délire. Mais comprendre la signification, disons que c'est ma démarche. C'est ma démarche. Face à quelqu'un qui est passé à l'acte et qui a fait un passage à l'acte criminel, comment le soigner? Eh bien, essayer de faire en sorte qu'il comprenne la signification de son passage à l'acte. Voilà. Puisque ce sont des gens qui arrivent à l'hôpital, qui ne savent pas pourquoi ils sont agis. Eux-mêmes ne savent. Voilà. Et même s'ils vous donnent une explication, et même s'ils vous donnent une explication, c'est une espèce de rationalisation qui ne correspond en rien au fond de vérité de l'acte. D'accord. Alors on verra justement à quelle vérité ou à quelle piste on peut débusquer quand on a cette envie, parce que vous êtes comme tout le monde, même psychiatre, vous êtes aussi fasciné, mais vous avez de la répulsion. Absolument. Voilà, c'est toute la difficulté. On parlait hors micro du japonais cannibale, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui a été dans votre service et en fait, cet homme-là, vous ne vouliez pas le rencontrer. C'est toute la difficulté. Parce que vous étiez horrifié par ce qu'il avait fait. On est bien sûr horrifié par certains actes, voilà. Et on est là, même en tant que soignant, on est le public de l'auteur du crime pervers. On est son public, c'est-à-dire qu'on l'écoute. Et quand on l'écoute, c'est assez d'ailleurs typique de ce genre de patient. Quand on l'écoute, on a des images de films d'horreur qui vous passent devant les yeux comme ça. Ce qui n'est pas le cas avec les autres patients. Alors, dans un instant, on va parler de gens très peu recommandables, par exemple de Guy Georges, mais on va aussi aller chercher, j'allais dire, un peu dans l'iconographie, un peu plus loin dans le passé. Jack l'Éventreur, c'était guère mieux. Gilles de Rais, tout le monde a ce nom dans la tête. Et parfois, dans le propos de votre livre, vous êtes amené à comparer, en fait, ce que vous disent des criminels, j'allais dire ordinaires, dont le nom est peut-être pas connu d'ailleurs, des médias ou qui n'ont pas forcément fait la une de l'actualité. Qu'est-ce qu'ils ont de commun avec ces criminels dont je viens de citer les noms? Évidemment, si vous avez, là je m'adresse à ceux qui écoutent cette émission, comme d'habitude, des questions, des réactions, des interventions à faire, vous pouvez nous joindre, vous le savez, par le 3210, le standard téléphonique d'RTL, ou alors par rtl.fr pour les courriels. À tout de suite. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Quel invité de l'heure du crime, vous l'avez entendu il y a un instant, Marie-Laure Susini, psychiatre, psychanalyste, et qui pendant de très longues années a pu être au contact quotidien de tueurs, psychopathes, ennemis publics numéro 1, éventreurs, bref, j'en passe, et on parlera aussi de pyromanes, parce qu'il y a dans le livre auquel je faisais allusion un passage tout à fait extraordinaire sur l'explication qu'on peut donner de ces gens dont les actes en général échappent à la compréhension. Pourquoi est-ce qu'on met le feu une fois, 2 fois, 10 fois, et pourquoi on se laisse prendre surtout. D'abord, on va parler des crimes pervers, et qui sont souvent, comme vous le dites dans votre livre, qui peuvent être en tout cas le premier d'une série. On aurait pu parler de Fourniret, je sais pas, de Patrick Allègre, de Holm, d'Émile Louis, de Chanal. Enfin, on a que l'embarras du choix. Moi, j'ai choisi de parler de ce sujet avec vous à travers Guy Georges. Guy Georges, d'abord parce
parce que tout le monde évidemment se souvient de ce qu'il a fait, et tout le monde aussi se souvient du procès. Le 27 mars 2001, en plein procès d'ailleurs, Guy Georges craquait. Et il avouait, alors qu'il n'avait pas fait depuis le début du procès, il avouait devant la cour les 7 meurtres dont il était accusé. Un instant évidemment d'émotion énorme que racontait sur l'antenne d'RTL Xavier Bénéroso qui suivait le procès pour notre station. Dès le début de l'audience, Guy Georges abandonne tous ces masques qu'il s'est confectionnés durant tout le procès. Masques de l'arrogance, de l'innocence, du silence. La fin du mutisme, parce que c'est moi, votre avocat, qui vous le demande, implore son défenseur, maître Ursulet. Parce que vous avez une attitude incohérente, ajoute maître Frédéric Ponce, son autre conseil. Les aveux, c'est une série de oui, murmurés par l'accusé qui n'en finit plus de courber la tête et qui pleure. Un question-réponse rapide, terrible, qui démarre par « Est-ce que vous avez agressé mademoiselle Ortega ?» Oui, l'homme du box dira 7 fois oui. Après chaque nom prononcé, celui d'une jeune femme violée et assassinée. Guy Georges demande pardon à tout le monde, aux familles de victimes, à sa famille, à lui-même et à Dieu s'il en existe un. Le président Jacob commente « Vous avez fait un grand pas, mais il reste des interrogations sur le pourquoi des crimes. L'accusé l'ignore, il le dit. J'ai pété les plombs d'un autre côté, c'était quelqu'un d'autre, allusion à sa double personnalité. Le comment, le pourquoi, c'est maintenant les interrogations qui hantent les familles de victimes. Comment ma fille a-t-elle été assassinée? Combien de temps a-t-elle mis pour mourir? Alors, on s'arrêtera là sur le cas de Guy Georges, spécifique, mais il représente tellement de questions qu'on se pose sur d'autres cas. Alors, dans votre livre, vous dites, Marie-Laure Suzini, que vous comparez souvent les 4 actes, j'allais dire, du tueur. Le crime d'abord, l'arrivée d'un spectateur qui va constater l'horreur du crime. Ça peut être un policier, ça peut être tout simplement quelqu'un, le public, ce qu'on va appeler le public. Et puis ensuite, après le 3e acte, c'est comment dire, le procès. Et le 4e acte, c'est la condamnation. Et vous dites, d'une certaine manière, ces tueurs en série cherchent à la fois la notoriété, mais ils acceptent le jugement. Oui. Ce qu'on a entendu là, l'extrait au procès, et tout à coup le scoop comme ça, tout à coup quelque chose change de façon très dramatique et tout le monde est au courant parce que c'est le moment du procès, participe absolument en effet du caractère du crime pervers. Ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que le crime pervers s'adresse à un public. Il y a d'emblée, c'est un crime sexuel, donc qui est fait dans l'intimité de la sexualité, qui répond à la pulsion sexuelle. Et donc, répondant à la pulsion sexuelle, il y a plusieurs, il y a bien beaucoup de situations. Il y a bien de situations. Mais répondant à la pulsion sexuelle, ça va aussi se répéter. Voilà. Mais cette intimité de ce qui va se passer comme ça dans le sexuel, le criminel lui-même l'ignore, mais c'est fait pour être dévoilé. Ça va être dévoilé. Et pour le dévoiler, il faut bien se dénoncer. Et donc, c'est ce que on voit très souvent. Un dépeceur par exemple, dépeceur de jeunes femmes, et puis qui laisse une valise avec des restes quasiment devant tout le monde, ou demeure avec des restes de corps jusqu'à ce qu'on force l'appartement parce qu'il y a une odeur. Et donc il y a une dénonciation. Quand la dénonciation n'est pas ce qui permet effectivement d'aller au procès, et surtout ce qui permet à tout le monde de montrer les photos, les images des restes. Enfin, il y a des spectateurs. Le public est spectateur. Voilà. Donc on obtient ça. Au moment du procès, évidemment, c'est la consécration du spectacle. Alors, l'auteur du crime pervers, chacun a un scénario différent et inconscient, mais c'est toujours le même scénario pour obtenir au fait que y ait une révélation sur son acte et que le public soit là absolument ému, indigné, pleurant en même temps, scandalisé, en même temps totalement ému. Voilà, une espèce d'émotion maximum.
Pour l'obtenir, évidemment, Guy Georges a mérité sa notoriété, si j'ose dire, d'un point de vue de scénariste de Crimes pervers, car son scénario de ne rien dire, de ne pas faire d'aveu et de tout dévoiler au procès, au moment où tout le monde est là, c'est un scénario parfait. Et il faut pas croire que tous les grands, ceux qui sont célèbres, ceux qui ont laissé leur nom parmi les criminels pervers, c'est ceux qui avaient fait un scénario très élaboré. Landru, par exemple, a un scénario très élaboré. Inconscient, hein. C'est pas, voilà. Landru utilise un scénario qui va permettre la révélation avec la presse, avec les journaux. À l'époque, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision. Il recrute ses victimes par les petites annonces. Hein, voilà. Et en même temps, tous ces actes vont être relayés par la presse. Je vous interromps quelques secondes, il est 14h22, un instantané RTL tout de suite. Le tribunal administratif de Nantes vient d'annuler l'arrêté d'interdiction du spectacle de Dieudonné. La représentation pourra donc se tenir ce soir à Nantes. Voilà, on va faire une pause dans l'émission, retrouver Marie-Laure Suzini dans un instant parce que, mais je le dis avant la pause quand même, ceux qui pourraient penser qu'il y a une construction intellectuelle dans ce que vous dites, que bon voilà, vous faites un peu votre cinéma sur les serial killers. En fait, tout ça est né d'une situation que vous racontez dans votre livre où, à un moment, confronté à quelqu'un qui éventrait ses victimes, vous avez aborder une question qui même a pu vous faire penser que vous étiez en danger, quoi. En gros, le criminel a pété les plombs parce que vous y avez eu le mot juste et que vous aviez mis le doigt là où ça faisait vraiment très très mal. De quoi s'agissait-il? On va vous le raconter dans quelques instants. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Percer le mystère du passage à l'acte, aller au-delà de cette fascination-répulsion que provoquent en nous ces crimes pervers et parfois ces séries donc de tueurs en série dont on parle, qui frappent les imaginations. On en parle avec Marie-Laure Suzini, qui est mon invitée, qui est psychiatre, qui est également psychanalyste et qui a eu professionnellement dans les unités pour malades difficiles à rencontrer un certain nombre de criminels auteurs de crimes pervers. Elle en a tiré une réflexion dont elle a fait part dans un livre remarquable qui est paru chez Fayard, l'auteur du crime pervers. On va la retrouver dans quelques secondes, mais auparavant, puisqu'on parle de tueurs en série et qu'on parle de ce désir inconscient de se faire prendre, de prendre en quelque sorte le public en otage dans cette espèce de dramaturgie même inconsciente dont parlait Marie-Laure Suzini. Là, je vais prendre un peu un contre-exemple parce que tout le monde a entendu parler du dépeceur de Mons. Jusqu'à présent, personne ne sait qui est ou était le dépeceur de Mons. C'est une affaire qui s'est déroulée dans les années 95-97 en Belgique, où on s'est mis à retrouver notamment dans l'année 1997 des restes humains soigneusement découpés et enfermés dans des sacs poubelles. Par exemple, au cours du mois d'avril 1997, on a trouvé dans la région de Mons, ou à Mons même, 15 sacs avec des restes de victimes. Ce dépeceur n'a donc jamais été identifié. À l'époque, ça avait évidemment beaucoup frappé les imaginations, créé une psychose dans la région. Et sur RTL, Rémi Sulmon avait demandé aux spécialistes des serial killers, dont tout le monde connaît le nom également, Stéphane Bourgoin, de dire aux auditeurs comment on devient tueur en série. Écoutez la réponse du spécialiste. On ne devient pas tueur en série pour un problème génétique. Par contre, dès l'âge de 5-7 ans, les dés sont jetés. Tous les tueurs en série que j'ai rencontrés m'ont tous dit que dès l'âge de 5-7 ans, ils rêvaient déjà de tuer, d'être tués ou de jouer à des jeux morbides. Dès cet âge-là, ils commencent à allumer des incendies, ils sont pyromanes en série. Ils commettent des actes fétichistes, des cambriolages. Ils font preuve de cruauté envers les animaux, c'est-à-dire, pour reprendre l'exemple d'Ed Kemper, ce géant cannibale, il tuait des chiens et des chats du voisinage en leur coupant les pattes et les têtes. Il gardait les têtes dans un placard chez lui. Et près de 15-20 ans après, il répétait ces mêmes actes sur des victimes humaines. 98% des tueurs en série que le FBI a interrogés commettaient ce genre d'actes dès l'enfance.
Ça correspond à votre expérience de psychiatre et de psychanalyste? Ce que j'entends correspond pas du tout aux hommes que j'ai rencontrés. Et d'ailleurs, en écoutant, je me disais que ce qui caractérisait, ni d'ailleurs dans les souvenirs d'enfance, le psychanalyste a une autre façon de considérer les souvenirs d'enfance. Mais ce qui caractérisait ces patients, c'est aussi ce qui fascine le public, c'est que l'acte est monstrueux et l'homme est un homme élégant, courtois, intelligent. C'était le cas du japonais cannibale, par exemple. Oui, qui était un homme d'une extrême intelligence et d'une extrême courtoisie, d'un extrême tact vis-à-vis de moi, son médecin, qui était quand même une jeune femme. Et j'ai aussi soigné longuement. J'ai fait une longue cure, alors une vraie cure, avec un patient qui avait dépecé sa maîtresse. Et cet homme a été pendant des années d'une courtoisie absolument parfaite et a mené une cure vraiment fait une psychanalyse avec un tact extraordinaire à mon égard. Sauf une fois, non? C'est pas lui qui... Alors c'est moi qui me suis mal conduite. Je faisais allusion tout à l'heure. Alors c'est moi qui me suis mal conduite avec lui, donc il faut se mettre dans la peau de Marie-Laure Susini, en train de animé par sa soif de savoir et sur la psychanalyse de l'acte criminel pervers, qui quand même, je faisais des actes pionniers là dans mon métier, et donc passionné par ma soif d'en savoir plus, et je théorisais beaucoup, je donnais des cours à l'université. Enfin, on mène pas tout ça comme ça à bricoler son petit truc dans son coin. On fait des publications, des articles, des conférences. Enfin, j'élaborais la théorie, d'ailleurs, dont je parle ensuite dans mon livre. Ouais. Et là, vous avez donc des rencontres régulières, puisqu'il s'agit d'une psychanalyse avec cet homme. Et donc, je commençais à bien le connaître, et je commençais à avoir une idée vraiment assez sérieuse sur qu'est-ce qui avait causé l'acte. Et donc, un jour, il me dit, et lui-même se posait des questions, parce que lui-même faisait vraiment une psychanalyse. Donc, il arrivait en me disant, j'ai fait tel oubli, ou j'ai fait tel lapsus. Pourquoi? C'est vous dire que on n'est pas du côté du délire et de la folie. On a affaire à des gens d'apparence tout à fait normale. Quelqu'un qui vous dit... Qui voulait sincèrement essayer de comprendre aussi... Voilà, qui sont vraiment du versant de l'inconscient. Et il me dit, un jour comme ça, on est dans un petit bureau, on est dans un hôpital psychiatrique qui a des moyens modestes, comme tous les hôpitaux, et donc on est dans un tout petit bureau où on est séparés par une table, et puis on se connaît depuis des années, ça on fonctionne comme ça. Et il me dit, je sais pas pourquoi... C'est vous qui lui dites, mais pourquoi finalement... Non, c'est lui qui arrive. Non, moi je posais pas... Non, je me conduisais quand même... c'est lui qui se posait des questions. Ouais. Je le motivais pour en poser, mais et il me dit, je sais pas pourquoi, justement, quand j'ai fait quand j'ai tué ma maîtresse et pourquoi je suis resté, avec le cadavre dans la chambre, parce qu'il avait été retrouvé plusieurs jours après le meurtre, dans la pièce où il avait tué cette femme. Il se demandait pourquoi l'image de cette femme, en même temps qu'il y avait les restes, il y avait l'image de cette femme absolument intacte qui était là. Pas comme un fantôme, qui était là réellement devant lui. C'est-à-dire une dissociation entre les restes et l'image qui restait présente. C'était comme si elle était là avec lui. C'était assez impressionnant. J'ai été assez impressionné par cette image comme ça. C'est comme ça qu'il avait expliqué le fait qu'il était resté près du cadavre. Voilà. Et il me dit, vous voyez, elle était aussi présente que vous. Là, j'étais juste en face de lui. Et là, je suis comme tout le monde face au criminel pervers. Je vacille un peu. Je suis un peu, et je me raccroche à mon savoir. Et je lui dis, mais les restes, ils sont restés peut-être parce que c'était ça, l'acte, c'était pour que ça reste. Et voilà cet homme courtois qui se transforme devant mes yeux. Ça va à toute allure, ça va très vite comme un accident de voiture. Il se transforme devant mes yeux en quelque chose qui me terrorise. C'est-à-dire, je vois son visage se transformer et j'ai vu le visage que probablement sa maîtresse avait vu au moment de l'acte. Ça dure très peu de temps. Moi, je réfléchis à ce moment-là très très vite. Enfin, vous savez, c'est un truc. Je me dis, la fenêtre est derrière moi. Ah oui, carrément. Quand vous dites, il va me sauter à la gorge. Je me dis rien du tout. Je me dis, la fenêtre est derrière moi, mais elle est fermée. Il y a une porte vitrée, parce que le bureau a une porte vitrée, mais il n'y a aucun infirmier qui va passer là. Et à ce moment-là,
moment-là, je le vois comme dans une accident de voiture qui se ressaisit. Vous voyez, comme on voit la voiture qui échappe comme ça au camion dans lequel on va. Oui. Il se ressaisit, il détourne la tête et voilà. Et je me souviens pas comment ça a continué, mais je pense qu'on a abrégé la séance. Mais vous aviez mis le doigt sur. J'ai mis le doigt sur quelque un chose. événement important. Voilà. Enfin, j'ai mis le doigt sur quelque chose de l'objet de la pulsion, qu'on voit d'ailleurs dans le cas dont on parle, où on trouve tous les restes dans les sacs poubelles, etc. L'objet de la pulsion, ce sont toujours des restes. Ce sont toujours des restes qui sont montrés, on ouvre la valise, on ouvre la consigne de la gare, on ouvre la porte, on ouvre le frigidaire, et on voit la clé de ce comportement, la clé, ça peut être quoi? Ça peut être dans l'enfance, ça peut être une relation avec une mère ou pourquoi exposer des restes, quoi? Pourquoi montrer ces restes? Parce que alors là, je vais aller très vite, puis là, je vais vraiment très vite, mais pour vous le dire, c'est lui le reste. C'est lui. C'est ce pauvre gosse qui n'a été qu'un déchet de l'autre. Voilà. Et il va falloir lui redonner une célébrité, une notoriété et une image flamboyante en faisant toute une mise en scène. Alors, nous allons continuer cette enquête sur le mystère du passage à l'acte et en changeant carrément de personnage, d'acteur, si j'ose dire, puisque on est dans cette dramaturgie. Et là, on va s'intéresser, on en parle assez peu souvent, on en parle souvent des pyromanes, parce qu'ils mettent le feu, parce que les pompiers arrivent, parce que on a peur que ça recommence, mais on parle rarement des raisons qui ont poussé quelqu'un à allumer des feux. Et vous le faites dans votre livre, c'est très intéressant de voir que entre le criminel pervers, celui qui va assassiner sa maîtresse, ou celui qui va mettre le feu dans un endroit précis, peut-être sans trop savoir pourquoi, répond également à cette dramaturgie dont on parle depuis le début de l'émission. À tout de suite. L'heure du crime sur RTL. Nous allons maintenant, avec Marie-Laure Susini, nous pencher sur un autre cas, d'autres cas criminels, les incendiaires, les pyromanes. Comment peut-on expliquer la répétition de ces incendies, parfois 5, 6, 10, 15 fois? Comment décrypter et expliquer ces actes? Et ceux qui mettent le feu, sont-ils capables même de savoir pourquoi? On va en parler dans un instant, mais d'abord quelques exemples. Un premier document RTL qui remonte à 1996, le 6 février 1996 très exactement. Pourquoi? Parce que entre novembre 95 et février 96, donc en très peu de temps, on avait dénombré 13 incendies à Moiran en montagne, une petite commune du Jura. Et bien ce 6 février 1996, les gendarmes arrêtent un homme. Il reconnaît immédiatement avoir, en tout cas, être l'auteur de 7 de ces 13 incendies volontaires. Et sur notre antenne, notre correspondant dans la région, Robert Daran, dressait le portrait de ce suspect. Vous l'imaginez, l'idéal serait que vous ayez samedi soir regardé la télé à 20h, car vous l'auriez vu et entendu s'indigner de l'incendie qu'il venait pourtant d'allumer chez son propre père. Ce soir-là, il mettait en cause la terre entière et plus spécialement les installations électriques. Vous auriez vu que Pascal Raffin, c'est un petit bonhomme, un peu falot, célibataire qui, à 25 ans, vivait toujours chez son père, ce qui n'a pas empêché de mettre 2 fois le feu chez lui. Un garçon solitaire, effacé, travailleur, serviable, ni violent ni bagarreur, même si ses amis le décrivent comme un fort en gueule. Courageux même, depuis son embauche en 87 comme ouvrier dans une usine de matière plastique, il n'a pas manqué un seul jour de travail. Un homme ordinaire donc, apparemment sans histoire, qui passait ses heures de loisirs à la pêche ou à la cueillette des champignons. Vous le voyez, rien d'un pyromane apparemment. Alors vous parlez, Marie-Laure Susini, dans votre livre, d'un autre homme, d'un pyromane aussi, d'un incendiaire en série, si j'ose dire. Vous appelez d'ailleurs le flambeur de Pigalle. Oui. Et qui je donne d'ailleurs le nom de Firmin, je prénomme Firmin, car cet homme avait aussi comme particularité d'avoir un prénom et un nom qui étaient entièrement articulés avec la lettre F. Comme feu. Voilà, comme le feu. Et c'est un homme là aussi qui a une allure un peu falote, comme ça, terne et grise, et qui
monte régulièrement à Pigalle. C'est une époque, il faut savoir que c'est une époque où Pigalle n'est pas un endroit bobo, mais l'endroit où il y a les pipe shows, les bars à prostituées et les cabarets, les spectacles et les hôtels de passe. Et donc il monte à Pigalle, et à Pigalle, quand une fille lui fait allez, tu viens chérie, il continue son chemin, mais il monte dans un hôtel de passe tout seul avec son cartable. Il a un par-dessus et un cartable, et il prend une chambre. Tout seul. Et là, il a une pratique sexuelle. C'est intéressant parce que apparemment, on pourrait croire qu'il n'a pas de partenaire. Il y a une pratique masturbatoire et scatologique, et des magazines, des photos. Il a dans son cartable des magazines porno, donc voilà, il se masturbe en regardant les magazines. Et une fois ces petites choses faites, il met le feu au lit et au rideau, enfin à la chambre, et il redescend tranquillement, et il va se poster juste. Ça se passe la nuit, j'ai oublié de dire que ça se passe toujours la nuit. Il va se poster à quelques mètres de là pour regarder l'incendie qu'il a déclenché. Mais le plus intéressant, c'est que toutes les prostituées des bars autour, et puis tout le public de nuit de Pigalle le connaît. Le connaît pas, mais vient voir l'incendie, vient voir ce bel incendie. Voilà. Et en fait, lui, de quoi lui jouait, disons, il jouait de voir toutes les prostituées qui sont en train d'admirer cet incendie, en même temps d'avoir peur, de pousser des cris et tout. Et voilà. Et une fois que l'hôtel a brûlé, il va au commissariat de police pour se dénoncer. D'ailleurs, pour être sûr d'être pris, il laisse sa carte d'identité à l'hôtel de passe. Au cas où il oublierait de se dénoncer, il laisse sa vraie carte d'identité à l'hôtel de passe. Voilà. Et il s'agit d'être reconnu comme celui qui offre sa flamme aux prostituées. Et on comprend qu'il a un partenaire, en fait. Il a une partenaire dans sa pratique masturbatoire. Il offre sa flamme aux prostituées, qui n'est en fait qu'au départ que des déchets, et dans sa pratique scatologique et masturbatoire, et il en fait une belle flamme, il en fait un magnifique incendie. Son grand regret, c'est que le spectacle n'est pas assez beau. Il n'y a pas eu de mort, parce qu'un vrai spectacle, il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait des gens qui tombent des fenêtres, et voilà, un vrai spectacle. Donc il veut fournir aux prostituées un vrai spectacle. Alors cet homme donc se trouve dans cette unité pour malades difficiles. C'est dans ce cadre-là que vous allez le rencontrer, parler longuement avec lui. On a compris l'acte. Maintenant, dans un instant, après une dernière pause dans cette émission, je vous demanderai de le décrypter, et puis peut-être de le rattacher aux autres cas que vous évoquez, c'est-à-dire ces auteurs de crimes pervers. Lui, il tue, j'allais dire, par dérivation, quoi, finalement, en mettant le feu. À tout de suite. L'heure du crime. Sur RTL. Coucou, c'est votre coach Kiabi. Ça y est les filles, j'ai la première bonne nouvelle de l'année. Kiabi vous facilite la mode avec des soldes de moins 20 à moins 70% sur des milliers d'articles. Oui, moins 70%. Alors franchement, si pour vous c'est pas la première bonne nouvelle de l'année, c'est que vous êtes vraiment très difficile, hein. Offre valable du 8 au 16 janvier sur article signalé. Kiabi, la mode à petit prix. Bienvenue chez Renault Service. Bonjour Monsieur Richard, vous avez l'air bien détendu. Ah oui, je suis zen. J'ai fait mon devis en ligne sur Renault.fr. Bien. J'ai choisi les opérations à faire sur ma Renault, les forfaits, le contenu, tout est clair, même le prix. Transparence totale. Et puis j'ai pris rendez-vous en ligne. C'est simple et pratique. Parfait. Ah, je savais que ça allait vous plaire. Sur Renault.fr, consultez nos tarifs et le contenu de nos prestations. Découvrez nos offres exclusives, faites votre devis en ligne et payez exactement le prix annoncé. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Voir Renault.fr. Pour Marc qui veut un bon café express, sans que mon budget boive la tasse, il y a Intermarché et sa boîte de 10 capsules de café Planteur des Tropiques à 2,89€ avec 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 3 au 12 janvier, 52 grammes à 55,58€ le kilo. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Marie-Laure Suzini est l'invitée de l'heure du crime aujourd'hui pour parler de cette traque à la compréhension, si j'ose dire, au mystère du passage à l'acte, et puis ensuite, quand il y a crime pervers, du passage à la répétition. Évidemment, c'est difficile en quelques mots, de résumer le contenu de ce livre, qui est le résultat d'années et d'années de questionnement. Mais tout à l'heure, je vous demanderai quand même peut-être de nous faire un petit peu une synthèse de ce que vous pensez avoir recueilli comme information en fréquentant ces gens-là. Je reviens à notre incendiaire, à notre flambeur de Pigalle. Il est totalement, lui, inconscient des raisons pour lesquelles il a ces pratiques, ou est-ce qu'il est déjà sur la piste? Oui, absolument. Non. Et d'ailleurs, c'est en ça qu'il peut être considéré comme non responsable de ses actes. À l'époque où je travaillais, c'était l'article 64, c'était responsabilité ou irresponsabilité. Il pouvait être considéré comme non responsable des actes, car en fait, il obéit à une pulsion qui est en réalité une contrainte, et il peut pas s'en empêcher, et il ignore le motif profond. Mais et il avait allumé comme ça pas mal d'incendies. Ah oui, il est allé 5 fois ou 6 fois, au moins 6 peut-être 7 fois en prison. C'est-à-dire qu'il il n'était pas difficile à retrouver. Il y avait l'incendie dans le quartier de Pigalle, et puis on le retrouvait facilement, puisque où il allait au commissariat directement, soit il y avait sa carte d'identité, et il était condamné à la prison, et ensuite il recommençait. C'est comme ça qu'il a fini à l'hôpital psychiatrique, puisque c'était une chose sans fin. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que il a besoin d'un public qui ça s'adresse. Il offre cette flamme, il offre sa flamme à un public. Il faut un public pour valider la beauté de cette flamme. Je dirais l'érection, pour valider l'érection de cette flamme, de cet incendie. Il faut un public, mais il faut aussi qu'il soit reconnu. Il faut qu'il aille se dénoncer. Ça ne peut pas rester anonyme. Donc il va se dénoncer, mais il se dénonce aussi donc pour acquérir, pour avoir un nom. Il faut qu'il se fasse un nom en se faisant reconnaître, mais aussi pour être condamné. Et la grande surprise que j'avais eue avec ce patient, c'est que quand il évoquait son passage devant le tribunal, et même je pense que c'était quand même sur un incendie, c'était quand même dans la catégorie du pénal, et donc il avait rencontré un procureur qui lui avait fait une forte impression. C'était le seul procureur que lui il avait apprécié. Le procureur avait dit, puisqu'il avait entendu, en tout cas c'est ce qu'il avait entendu lui retenu, le procureur, alors voilà ce que disait ce monsieur Firmin, il disait: le procureur m'a tout de suite rassuré, il a dit « Vous risquez la peine de mort ». Ça m'a rassuré. Voilà. Et là, nous, on rit, on dit tiens, qu'est-ce que c'est quoi? C'est de l'humour, qu'est-ce que c'est? Non, mais il était très très sérieux. Il était très très sérieux, et il a mis longtemps à me raconter un rêve qu'il faisait à répétition. Il rêvait qu'il était condamné à mort, et que le rêve était toujours le même: la dernière cigarette, le verre d'eau de vie, et il se réveillait au moment où la lame lui tombait dessus. Elle est tombée. Voilà. Et en fait, il disait toujours, mais pour moi, au moins pour moi, si je sors, si on me laisse sortir, parce qu'il demandait régulièrement sa sortie, comme il avait le droit d'ailleurs, sa sortie administrative, donc il demandait régulièrement sa sortie. Et quand l'expert venait pour l'expertiser, il disait à l'expert oui, je veux sortir, car je veux tuer tous les préfets, je veux mettre le feu à toute la France, enfin, etc. Donc évidemment. Et donc en fait, il voulait pas vraiment sa sortie, mais il disait: je commettrai tellement de crimes et d'incendies que pour moi, au moins pour moi, on rétablira la peine de mort. C'était en fait son rêve, c'était d'être guillotiné. C'est très important parce que ça montre l'humanité de ces patients, enfin de ces hommes, là, on ne sait pas, qui sont à la fois des monstres, mais qui viennent retrouver leur humanité dans la sanction, et dans la sanction au prix de leur vie. Tous demandent, presque tous, à être condamnés à mort. C'est-à-dire qu'ils viennent se réinscrire dans une humanité, dans une humanité. Ils quittent le côté monstre, où ils montraient ils enseignaient aux autres la jouissance de mettre le feu, ou d'être cannibale, ou d'être dépeceur. Comme Gilles de Doré femmes. disait: je prends du plaisir
à tuer des enfants, mais en même temps... Voilà. Et donc, ils ont ce côté scandaleux d'aller nous enseigner, nous divertir en nous montrant cette jouissance scandaleuse et obscène, et ils viennent se réintroduire du côté de l'humanité et nous touchent en venant se faire condamner à mort. Oui. Gilles de Rais, Jack l'Éventreur, le Marquis de Sade, Landru, même combat. Le même combat dans la mesure où il s'agit toujours de divertir un public en montant un scénario pour lui montrer, pour produire quelque chose sur le public, c'est-à-dire l'émouvoir et l'écarteler. Le public est écartelé entre une jouissance interdite et refoulée, disons, et une fascination comme ça. On lui montre des choses, les vidéos, maintenant on voit bien. Pardonnez-moi parce qu'il reste vraiment très peu de temps, mais est-ce que ces gens peuvent briser ce cercle ? Est-ce que on peut considérer qu'un jour une des personnes qui correspond à ce que vous dites là puisse guérir, et ne pas récidiver. C'est-à-dire changer complètement, bouleverser complètement son rapport à l'autre et son et trouver tellement les significations de son passage à l'acte que ça s'arrêterait. C'est pas inenvisageable. Ça sera difficile pour l'expert de prendre la responsabilité, disons. C'est pas inenvisageable pour le psychanalyste. L'expert qui aura à décider de la sortie, ça sera plus difficile pour lui d'en décider. Je vous remercie beaucoup Marie-Laure Sugini. Je rappelle le titre de ce livre qui m'a donné envie de vous rencontrer. L'auteur du crime pervers, un livre paru aux éditions Fayard. Un petit mot à ceux qui nous suivent, simplement pour vous dire que si vous avez pris l'émission en cours de route et que vous auriez bien aimé retrouver ce que vous avez manqué, c'est possible. Vous allez sur rtl.fr à la page de l'heure du crime et là vous pouvez réentendre l'émission ou tout simplement l'enregistrer, c'est-à-dire, comme on dit en bon français, la podcaster.